Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme chaque année en plein été, je fais un point sur mes sagas. Aujourd'hui, nous allons parler des sagas que j'ai terminées en un an, donc depuis août dernier. Il y en a pas autant que j'aurais aimé, mais il y en a quand même pas mal. Et pour le coup, ce sont des pépites, parce qu'en même temps, pour aller au bout d'une saga, c'est que souvent, elle me plaît énormément. Donc je vais vous présenter tout ça aujourd'hui, et bien évidemment, on se retrouvera aussi sur la chaîne dans d'autres vidéos autour de mes sagas, que ce soit mes sagas en cours, ou encore les sagas que j'ai à entamer aussi dans ma pile à lire. Bref, tout ça arrivera prochainement sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les manquer. On commence tout de suite avec tout ce qui est contemporain, et j'ai terminé énormément de sagas en contemporain. Tout d'abord, contemporain young adulte, j'ai terminé la saga Inheritance Games, donc de Jennifer Lynn Barnes, publiée chez Pocket Jeunesse. C'est une trilogie, mais vous avez aussi un spin-off, du coup je le compte pas dans la saga en cours, puisque c'est vraiment une histoire en plus de l'histoire principale. Mais il sort très prochainement d'ailleurs et j'ai plutôt hâte. Bref, j'ai terminé cette trilogie que j'ai vraiment adorée. Ici on va suivre Avery Grams qui va hériter du jour au lendemain de la fortune d'un milliardaire qu'elle ne connaît absolument pas. Mais pour pouvoir toucher cet héritage, elle doit se rendre dans le manoir Hawthorne et y résider pendant un an en compagnie de toute la famille de ce milliardaire qui vient clairement d'être presque déshérité au regard de toute la fortune que Avery vient d'acquérir. Mais au-delà des difficultés que Avery va rencontrer à cohabiter dans le manoir Hawthorne, elle va surtout enquêter pour essayer de comprendre pourquoi elle est l'héritière principale de Tobias Hawthorne. Mais ça ne va pas être si simple que ça, puisque Tobias a brouillé les pistes et il a semé énormément d'énigmes sur son passage et elle va devoir résoudre tout ça en compagnie des frères Hawthorne aussi. Mais en plus de ça, eh bien les frères Hawthorne, ils sont plutôt craquants et Avery a du mal en fait à savoir où va son cœur entre ses différents frères. Clairement, elle a beaucoup de mal à résister à leur charme. Une histoire qui m'a énormément plu. J'ai été prise à travers les différents énigmes qui sont plutôt complexes, suffisamment complexes en tout cas pour qu'on n'en trouve pas la réponse. Bref, moi j'ai pas vu. Mais en même temps, j'ai pas forcément cherché non plus, vous me direz. En même temps, d'un côté, il y a certaines choses qui m'ont légèrement dérangée, parfois c'était un petit peu long, enfin je trouvais que ça traînait un petit peu en longueur pour avoir certains éléments de réponse à se mettre sous la dent, mais quand on les a, c'est plutôt chouette. Énormément de retournements de situation aussi, que je n'ai pas vu venir, et ça c'est trop chouette parce que ça nous emporte tout au long de l'histoire et ça aide à rester captivé au long de ces 3 tomes. Et puis surtout, des personnages hauts en couleur, parfois un peu stéréotypés, d'autres fois, franchement, ça va, qui amènent en fait un intérêt à cette histoire aussi, puisqu'on a une grande panoplie de personnages à travers cette histoire. Bref, c'était vraiment super et je peux que vous le recommander si vous cherchez un genre d'enquête, thriller, young adulte avec un peu de romance. Vraiment, ça vaut le coup. En plus, toute la trilogie existe en livre audio et pour le coup, ça marche super bien en livre audio parce que celui-ci, je me souviens que j'en avais écouté peut-être la moitié sur un trajet pour aller à une dédicace et c'était très prenant, vraiment captivant. Je peux que vous le recommander. On reste dans du contemporain mais on passe à du new adult cette fois-ci avec Bodyguards de Laura S. Wilde publié chez Hugo New Romance. Ici, c'est une saga en 4 tomes dans laquelle on va suivre dans chaque tome un frère garde du corps de la famille Westwood. C'est une famille de garde du corps de père en fils puisqu'ils ont hérité ce métier de leur père qui a fondé l'Institut Westwood. Un institut où les gardes du corps peuvent à la fois être formés mais également où ils vont exercer en fait leurs fonctions pour différents clients. Ici on va suivre 3 frères plus leur frère adoptif et ils vont avoir une romance dans chaque tome. Alors pour le coup on va retrouver à chaque fois une romance un petit peu cliché, garde du corps protégé et je trouve qu'il y a un côté assez redondant finalement entre ces tomes même si l'autrice a fait l'effort d'incorporer différents éléments au fur et à mesure de ces tomes et dans chaque tome pour pouvoir les différencier les uns des autres. En plus de ça, à partir du 2e tome, il y a un fil conducteur qui s'instaure et qui permet en fait de suivre une autre histoire en parallèle qui se passe en arrière-plan en fait de tous ces tomes et je trouve ça vraiment super chouette d'en apprendre plus sur la famille Westwood à travers cette histoire secondaire. Globalement, ce sont des histoires qui se lisent très bien, qui sont très prenantes, divertissantes, mais malheureusement, il m'a manqué un petit quelque chose pour que ce soit vraiment un coup de cœur ou en tout cas pour que j'en ai un pour un de ces tomes. Malgré tout, j'ai apprécié le fait que dans chaque tome, l'autrice essaie d'incorporer des sujets sensibles et je crois que mon préféré c'est le 2e tome. Franchement, les sujets abordés dedans sont très intéressants. On va y parler de célébrité, de mannequinat, d'anorexie, bref, des thèmes qui sont assez forts et poignants, qui sont abordés à travers ce tome et qui, je trouve, sont plutôt bien traités ici. Dans le même genre, j'ai terminé la duologie L'As de cœur et L'As de pique de Morgane Moncombe, publiée également chez Hugo New Romance. Et pourquoi je vous dis que c'est le même genre ? Parce que si celui-ci a beau se passer dans le cadre du poker, eh bien le deuxième est une romance entre un garde du corps et sa protégée. L'As de cœur et L'As de pique, ça a été des premiers livres que j'ai découverts de Morgane Moncombe. C'est ainsi que j'ai découvert cette autrice et j'ai hâte de lire d'autres livres d'elle parce que franchement, j'ai adoré, surtout L'As de pique. Dans L'As de cœur, on va suivre Rose et Lévi. Rose, elle, a des problèmes d'addiction au jeu, mais en même temps, elle est surdouée. Elle a un genre de petit pouvoir, si on peut dire, qui lui permet de compter les cartes en étant plutôt discrète et lui permet donc de dévaliser tous les
casino, ce qui n'aide pas avec son addiction. Et de l'autre côté, on a Levi, un joueur de poker professionnel omnibulé par la vengeance suite à la déchéance de sa famille qui était aussi impliquée dans le poker. Et Levi a décidé d'être le meilleur joueur de poker au monde pour détrôner son ennemi juré qui a quelque chose à voir avec la déchéance de ses parents. Alors quand le tournoi international de poker a lieu, Levi ne trouve pas autre solution que demander l'aide de Rose pour qu'elle soit sa conteuse de cartes attitrée. Ils vont tricher ensemble pour essayer de détrôner le grand Tito Ferragni. Une histoire qui clairement m'a fait tomber des nues à certains moments. Je ne m'attendais pas à certaines révélations. J'ai adoré le contexte du poker. Je n'y connais absolument rien, mais j'ai trouvé que c'était plutôt bien amené. Alors après oui, on a quand même pas mal d'explications sur le poker, ce qui fait que pour certaines personnes ça peut être agaçant parfois. Moi j'ai adoré ça et ça m'a captivée. Par contre, le gros bémol pour moi, c'est qu'à partir de la moitié du roman, c'est trop explicite et ça m'a dérangé. Je trouve qu'on perd l'attrait en fait de l'histoire et des révélations qu'on a au fur et à mesure à partir du moment où il y a trop de scènes explicites qui sont incorporées dans l'histoire. Malgré tout, j'ai trouvé très intéressant que Levi soit atteinte d'achromatie et c'est une pathologie que l'on ne voit que très rarement. J'ai préféré prendre le deuxième tome pour vous en parler parce que ça a beau être une duologie et je trouve que les deux n'ont pas grand chose en commun. Dans ce deuxième tome, on va suivre Thomas, le meilleur ami de Levi, qui est également son garde du corps et qui va être assigné à une nouvelle mission, protéger Daisy Coleman, une enfant star qui clairement ne rêve que d'une chose, être enfin considérée comme l'adulte qu'elle est devenue et plus l'adolescente qu'elle était lorsqu'elle est devenue célèbre, et c'est franchement très compliqué. Surtout que Daisy se retrouve à être harcelée par l'un de ses fans, mais c'est vraiment un harcèlement qui dépasse tout et qui la met vraiment en danger. C'est pourquoi elle va être protégée par Thomas, mais ça va être très compliqué pour eux parce que Daisy craque sur Thomas depuis toujours, c'est le meilleur ami de son frère et vraiment ça va être un petit peu compliqué pour elle parce qu'elle sait très bien qu'il lui est inaccessible. Pourtant, il va falloir qu'elle mette une distance entre ses sentiments et le cadre professionnel dans lequel il exerce ses fonctions. Une histoire que j'ai adorée, j'ai trouvé qu'elle abordait des thèmes hyper forts, très importants, et clairement on sent qu'il y a une volonté de dénoncer un peu tous les scandales que l'on a pu voir autour des enfants stars de Disney Channel qui n'ont pas réussi pour certains ou qui ont eu beaucoup de difficultés à s'émanciper en tant qu'adultes, à devenir adultes et qui ont dû parfois faire des choses un petit peu extrêmes pour montrer qu'elles étaient devenues des femmes entre temps et qu'elles n'étaient plus les adolescentes qu'elles étaient au départ lorsqu'elles se sont fait connaître, voire enfants parfois même. Bref, c'était génial et vraiment un deuxième tome de cette duologie que j'ai adoré. Ensuite, j'ai une deuxième duologie à vous présenter, il s'agit de Can't Help Falling in Love de Alyssa Garner, publié également chez Hugo New Romance. Dans ces deux tomes, on va suivre l'histoire de Logan, un acteur très célèbre à Hollywood, mais pour supporter la célébrité de son quotidien, il consomme de la drogue, ce qui le rend complètement addict, exécrable, et donc son manager lui demande d'aller se mettre au vert, de se sevrer, et pour ça, il retourne dans sa maison de famille en pleine campagne, aux côtés de sa mère et de sa sœur. Sauf que c'est assez compliqué pour lui de renouer avec sa famille qu'il n'a pas vue depuis un moment, qu'il a vraiment perdu de vue entre temps, et en plus de ça, il va tomber sur Riley, sa voisine, qui elle aussi vit avec ses propres démons et va essayer de s'en sortir. Tous deux vont se tirer vers le haut et c'est vraiment très beau à voir, malgré toutes les difficultés qu'il y a sur leur parcours. On est clairement sur une histoire où la psychologie des personnages est extrêmement développée. Un gros coup de cœur que je vous recommande vivement, vraiment, j'aime trop cette duologie et j'aimerais beaucoup la relire un jour même, c'est pour dire. Vraiment, je vous invite à découvrir Logan et Riley, ce sont des personnages qui sont torturés par la vie et qui se reconstruisent petit à petit, mais vraiment ça prend du temps. Et on les voit à travers des étapes très douloureuses aussi. C'est hyper prenant, très poignant et je ne peux que vous recommander de découvrir cette duologie si ce n'est pas encore fait. Ensuite, j'ai terminé la saga Off Campus de Elle Kennedy. Je l'avais écouté entièrement en livre audio et j'ai fini par lire ce 5e tome qui est The Legacy. En gros, c'est un énorme épilogue à tous les tomes. Off Campus, c'est une saga de romance universitaire, comme son nom l'indique, dans laquelle on va suivre plusieurs joueurs de hockey à Briar University et vraiment, c'est trop chouette. Dans chaque tome, on a une nouvelle romance qui se forme, mais surtout ce que j'ai apprécié ici, c'est l'humour. Alors c'est un petit peu trop explicite à mon goût, je trouve. Surtout en livre audio, c'était pas forcément très agréable à écouter, mais le reste est génial et je trouve que c'est une histoire qui est très prenante, très divertissante, qui aborde en même temps des sujets plutôt sensibles aussi sur la société et sur les étudiants, mine de rien, sur les questions qu'on peut se poser, sur l'avenir, etc., sur la pertinence de nos études et sur la pertinence de tous les choix que l'on peut faire en tant qu'étudiant. Bref, c'est un livre qui, je pense, résonnera en beaucoup d'étudiants. En même temps, on a le côté un peu cliché des étudiants américains qui passent leur temps à faire la fête, à draguer, etc. Mais pas que, puisqu'on voit aussi que certains personnages sont très impliqués dans leur vie et certains aussi ne roulent pas sur l'or et doivent cumuler leurs études et un travail à côté, ce qui est finalement le quotidien de beaucoup d'étudiants et je trouve que c'est très intéressant de voir ce sujet-là traité dans cette saga. En plus de ça, eh bien, on a aussi plein de questions sur l'avenir en fait des personnages une fois vraiment adultes et installés dans leur vie qui intervient du coup
beaucoup dans ce 5e tome qui, comme je le disais, est un peu un gros épilogue. Cependant, j'ai pas été hyper convaincue par ce dernier tome qui montre en fait des schémas de vie qui sont plutôt communs et classiques et qui ne montrent pas finalement des chemins de vie qui peuvent être un petit peu en dehors en fait des sentiers battus et qui pourtant ont toute légitimité à exister. Bref, dans l'ensemble, c'était une superbe saga, un très bon divertissement que je vous invite vivement à découvrir si vous aimez ce genre. Toujours dans le genre saga campus universitaire, j'ai lu Les Dieux du campus de Phoenix B. Aisher et L.V. Estier, publié également chez Hugo New Romance, mais j'ai l'impression que toutes mes New Romances viennent de chez Hugo. On sent vraiment que je suis partenaire avec Hugo depuis un moment quand même. Hein. Il s'agit ici d'une saga en 4 tomes, dont 2 tomes sont des romances hétérosexuelles et 2 tomes sont des homoromances, et je trouve ça trop chouette parce que c'est une des premières fois où l'on voit de l'homoromance publiée chez Hugo, et c'est très important selon moi d'apporter un peu de diversité et de représentation à travers toutes ces romances là. Dans cette saga, on va suivre une bande de potes qui jouent au football américain dans l'équipe universitaire de Saint-Charles et qui vont dans chaque tome trouver l'amour à travers une histoire et quelques péripéties. J'ai trouvé ça très intéressant, mais alors j'ai été un peu surprise que le premier tome soit plus dans une comédie romantique avec beaucoup d'humour, parfois un peu trop même je dirais, et que les 3 autres tomes soient plus dramatiques avec des sujets importants abordés et des thèmes assez complexes parfois. Bon, forcément j'ai préféré le côté dramatique, mais ça, les goûts, les couleurs, voilà, mais je trouve que ça apporte vraiment de l'intensité dans la lecture et c'est important selon moi. En même temps, pour moi, cette saga, ça reste quand même une très bonne lecture, mais pas plus, parce que je trouve qu'elle a un défaut, c'est qu'elle ne va pas suffisamment en profondeur dans les sujets abordés. Malgré tout, j'ai trouvé ça super chouette et j'ai grandement préféré les tomes 2 et 4 aux tomes 1 et 3. J'ai trouvé que les tomes 2 et 4 apportaient des sujets beaucoup plus importants, le fait que ce soit des homoromances, on avait aussi toute la question identitaire en fait qui rentrait en compte et qui apportait en fait vraiment des questionnements en plus, des questionnements qui soient d'ailleurs personnels ou attrait au regard que les autres peuvent avoir sur nous, et je trouve ça très intéressant. Dans l'ensemble, c'est une saga de campus universitaire qui est très sympa, mais qui en même temps n'apporte rien de vraiment complètement original et nouveau par rapport à ce que l'on a déjà pu voir, et malheureusement qui ne rentre pas suffisamment dans les détails de chaque chose abordée. Bref, ce sont des tomes qui sont très courts, ils font à peine 300 pages à chaque fois, et je pense que ça joue beaucoup aussi sur le développement de l'histoire et des personnages. Et la dernière new romance que j'ai à vous présenter, c'est Jamais plus de Colleen Hoover, publié également chez Hugo New Romance, dont j'ai également lu le 2e tome à tout jamais. C'est donc une duologie. Ici, on va suivre l'histoire de Lily Blossom qui oscille entre son présent et son passé, puisque Lily, en fait, a toujours été témoin des violences conjugales de son père envers sa mère et est un peu soulagée le jour où son père décède et qu'elle se rend à son enterrement. Pour elle, c'est impossible, mais vraiment impossible d'avoir des mots tendres envers son père le jour de son enterrement, parce que pour elle ça a toujours été la personne détestable, et elle est bien heureuse pour sa mère qu'elle soit enfin libérée de lui. Elle voit en fait aussi en la mort de son père un espoir de renouveau, et c'est ainsi qu'elle va se lancer dans sa boutique de fleuriste qui lui a toujours fait rêver. Bref, elle est partie sur de nouvelles routes, mais elle se pose alors de nombreuses questions, surtout qu'elle vient de rencontrer Ryle, et c'est le moment où elle se demande vraiment si il est temps pour elle de croire en l'amour, de croire en quelqu'un d'autre, sachant que la dernière fois qu'elle a fait confiance à un homme, c'était au lycée, et depuis, elle a perdu de vue son amour de jeunesse. Elle va donc osciller entre son présent, ses questionnements au présent, et en même temps tout ce qu'elle a pu écrire dans son journal intime lorsqu'elle était adolescente, et revivre un petit peu certaines émotions qu'elle a pu ressentir à ce moment-là. Mais la vie n'est pas aussi rose que cette couverture, et elle risque vite de retomber dans certains travers. Bref, une histoire que j'ai adorée, dont le premier tome est extrêmement poignant, très touchant. Je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus bouleversant que ça, je vous l'avoue, parce qu'on en entend tout le temps parler sur les réseaux sociaux, c'est un livre extrêmement populaire, et il est vrai que Jamais plus, c'est un peu le livre qui est considéré comme étant celui qui arrache les larmes de tout le monde, et je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas pleuré malgré que ce soit très touchant, ça ne va pas amener aux larmes pour autant, mais on sent vraiment que l'autrice connaît les violences conjugales dont elle parle malheureusement, et elle donne aussi beaucoup de sa personne à travers son roman. Et pour le coup, j'ai vraiment grandement préféré le 2e tome de cette duologie qui apporte un rayon de soleil et qui termine cette histoire sur une fin un peu plus positive. On passe maintenant à tout ce qui est imaginaire. Premièrement, en science-fiction young adult, j'ai terminé une seule saga, il s'agit de Aurora Squad de Amy Kaufman et Jay Christophe, publié chez Casterman. Ici, c'est une histoire de science-fiction dans laquelle on va suivre de nombreux personnages, dont Tyler. Tyler, il fait partie d'un institut en fait qui forme les jeunes à se lancer dans des missions dans l'espace, etc. Mais le jour où les équipes doivent être sélectionnées et où Tyler normalement pourrait choisir son équipe en tout premier parce que c'est le meilleur de la promotion,
En fait, il va sortir du vaisseau, faire une petite balade de croisière juste pour se détendre, mais il va tomber sur Ori. Une jeune femme qui est restée coincée dans une boucle temporelle et cryogénisée depuis des siècles. Mais il va alors la ramener avec lui et au moment où il arrive, clairement, toutes les équipes ont été assignées, c'est trop tard, il se retrouve à devoir faire équipe avec les cancres, vraiment. Tous ceux qui sont un peu considérés les moins bons de leur domaine. Pour autant, ils sont capables de faire de superbes choses et ensemble, ils vont apprendre à se connaître, à se souder et à être une équipe d'enfer parce qu'ils vont être témoins de quelque chose, un genre de virus qui se répand à une vitesse phénoménale à travers toute la galaxie et qui est sur le point d'éteindre l'ensemble de la galaxie. Bref, l'avenir de l'humanité est entre leurs mains. Une histoire que j'ai adorée. C'est plein d'humour, très prenant, beaucoup de retournements de situation, c'est captivant, beaucoup d'action aussi. On ne s'ennuie jamais, clairement, et j'ai adoré les 3 tomes de cette trilogie. J'étais super contente de pouvoir enfin découvrir la fin de cette histoire, qui clairement est complètement ouf, et je m'y attendais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Bref, j'ai adoré, et je ne peux que vous recommander si vous voulez lire de la science-fiction young adulte. Ensuite, en fantasy young adulte, j'ai lu la duologie Fable de Adrienne Young, publiée aux éditions Rajo. Alors il y aura des spin-offs autour de cette saga, mais c'est à la base une duologie, donc je la considère terminée. Ici, on va suivre Fable, une jeune fille qui vit dans les goulets et qui pêche des gemmes au fond des océans pour les revendre dans le but de se payer un jour une traversée pour aller de l'autre côté des goulets, retrouver son père et récupérer son héritage. Parce que le père de Fable l'a abandonné sur l'île de Géval et en même temps sa mère est décédée. Bref, Fable va essayer de comprendre tout ce qui s'est passé autour de sa famille, d'en apprendre plus sur son héritage familial, sur l'histoire de sa famille aussi, et pour ça il va falloir qu'elle se paye une traversée, sauf que dans ses moyens, elle ne peut que se payer une traversée à bord d'un navire marchand qui fait de la contrebande aussi au service de son père. Vous sentez l'embrouille? Et ce que j'ai apprécié dans cette histoire, c'est avant toute chose tout ce qu'il y a autour en fait du passé de Fable, du passé de sa famille, tout ce que l'on va apprendre au fur et à mesure, et ça c'est très agréable parce qu'on a des réponses au fur et à mesure de l'histoire et pas tout à la fin. Du coup, ça rend l'histoire très captivante, ça donne envie d'en lire plus et d'en savoir plus. Malgré tout, on trouve une romance dans cette duologie, surtout dans le tome 2 qui ne m'a pas convaincue. J'ai trouvé qu'elle manquait en fait de crédibilité et de profondeur. On est un peu sur un je t'aime, je ne t'aime plus, je t'aime, je ne t'aime plus. Bref, c'est un peu relou avec le temps. En même temps, j'ai apprécié le fait que justement ce soit des personnages qui se questionnent beaucoup et qui ne soient pas complètement sûrs de leur choix. Mais dans l'ensemble, ça reste une histoire qui est très sympathique, très divertissante, qui apporte aussi certains éléments très intéressants autour de la gémologie, mais qui manque de profondeur sur certains aspects. Et malheureusement, j'ai pas eu toutes les réponses que j'attendais, même si j'en ai eu quand même beaucoup. Et globalement, j'en suis ressortie satisfaite. Mais j'aimerais beaucoup en apprendre plus sur Saint, le père de Fable du coup. Et ça, ce sera plus tard dans un des spin-offs. Ensuite, j'ai terminé la duologie de Monsters of Verity de V.E. Schwab publiée aux éditions Lumen. Je vous présente le 2e tome ici parce que le premier, je l'ai prêté et je ne l'ai toujours pas récupéré. Cette histoire se passe dans la ville de Verity, une ville peuplée de monstres qui sont créés en fait par tous les méfaits de la population humaine. À chaque fois que les humains font des actes malveillants, eh bien en fait toute cette malveillance qu'il y a dans l'air va produire des monstres. Il y a donc 3 types de monstres qui existent, les Korsai, les Malkai et les Sonai. Les Sonai sont les plus dangereux d'entre eux, il y en a vraiment pas beaucoup, et eux sont capables de voler l'âme d'une victime d'une simple chanson. Sauf que ces deux populations, monstres et humains dans la ville de Verity, ont beaucoup de mal à cohabiter. Ainsi, la ville de Verity est divisée en deux. Au nord, il y a une répression, la population humaine peut être protégée, mais pour cela, il faut en payer le prix pour payer sa protection. Au sud, tout est différent. On est sur quelque chose de beaucoup plus laxiste, mais c'est assez risqué péril. Dans ce contexte-là, on va suivre Kate et Auguste, respectivement les enfants de ceux qui gèrent le nord et le sud. Mais Kate a un gros problème. Son père est obnubilé par le contrôle de la ville et comme elle n'a que son père dans sa vie, eh bien elle cherche à tout prix à briller à ses yeux et à avoir une certaine valeur à ses yeux. Et pour elle, le seul moyen d'y arriver, c'est de faire certains délits. Mais pour Auguste, tout est différent. C'est un Sonai, un des monstres les plus importants, il doit se nourrir d'âmes humaines, mais il refuse de le faire, il veut à tout prix être un humain et respecter les autres. Et ainsi, on va suivre Auguste et Kate qui vont apprendre à se connaître et surtout devoir faire une mission ensemble. Elle est humaine et se comporte comme un monstre, lui est un monstre et rêve d'être un humain. On est clairement sur une histoire qui va parler de cette dualité de comportement et sur en fait toute la profondeur de la nature humaine qui est clairement pas toujours très tendre et pas toujours très joyeuse non plus. Bref, j'ai trouvé très intéressant la manière dont l'autrice incorpore tous ces sujets-là en fait et parle de la nature humaine justement à travers son histoire
histoire de fantasy. Je trouve que c'est un roman qui peut vraiment résonner aussi dans le monde actuel dans lequel on est et j'ai trouvé que c'était très bien fait. Kate et Auguste sont très intéressants, j'ai surtout apprécié Auguste, c'est vraiment mon personnage chouchou. Je trouvais que ce personnage était très touchant, surtout dans sa volonté d'être humain, d'être bienveillant, alors qu'en fait il va au contraire de sa propre nature. C'était vraiment très beau à lire, mais en même temps plutôt sombre. Une duologie que je vous recommande vivement si jamais elle vous intéresse. Et on continue avec une autre saga publiée aux éditions Lumen, il s'agit des Monstres de Rookhaven de Padraig Kenny. Ici on est sur une saga fantastique jeunesse dans laquelle on va également parler de monstres, d'altérité, de famille de cœur, bref de plein de sujets très intéressants. Dans cette histoire on va suivre toute une famille de monstres qui vit dans le manoir de Rookhaven et donc c'est vraiment une famille de cœur puisqu'ils se sont trouvés finalement dans le temps et ils vivent là-bas un petit peu reclus du reste de la société humaine puisqu'ils ne se mélangent pas du tout avec les humains. Mais certains d'entre eux essaient d'avoir des contacts avec l'espèce humaine ou en tout cas en sont très intéressés, sauf qu'ils ne connaissent pas du tout les codes des humains et encore moins les savoir-vivre qu'ils impliquent. Mais alors, le jour où Jem et Tom franchissent par miracle la barrière magique qui sépare le manoir de Rookhaven du reste du monde humain, eh bien ils vont pouvoir être en contact avec deux humains plutôt étranges puisque ce sont des orphelins qui viennent d'intégrer ce manoir et je trouve que cette histoire est très intéressante. Il n'y a pas forcément une intrigue très développée avec une grande aventure ou quoi que ce soit, mais à travers cette histoire, l'auteur va aborder énormément de sujets de société à travers le regard de ces monstres et c'est super intéressant de voir ça. Bref, j'ai adoré et en plus de ça, c'est une duologie qui est illustrée. On a ce genre de page là par exemple. Donc certains extraits qui sont en noir et qui correspondent vraiment à un personnage. Après on a des petites illustrations par-ci par-là sur certaines pages, celle-ci aussi. Bref, c'est super chouette, j'aime énormément cette duologie et je vous la recommande vivement pour l'automne si vous voulez quelque chose d'un petit peu frissonnant, mais pas trop. Est-ce que c'est un teasing pour le challenge frisson d'octobre ? Oui, peut-être. Et en fantastique cette fois-ci, j'ai terminé la trilogie Vampiria de Victor Dixon publiée dans la collection R de Robert Laffont. Alors pour le coup, j'ai terminé le premier arc narratif, donc je considère avoir terminé la saga Vampiria, mais vous l'avez bien vu, il y a un autre arc narratif, Vampiria America, et d'autres qui seront prévus par la suite. Donc en fait, je vais compter que je la finis, à chaque fois je finis une trilogie en gros. L'histoire de Vampiria se passe quelques années après le règne de Louis XIV, qui est devenu immortel. En fait, il s'est vampirisé et a vampirisé certains nobles autour de lui également. Il règne donc sur la Magna Vampiria, la France et quelques pays alentours globalement. Dans ce contexte-là, on a donc une société qui s'est complètement transformée puisque on a les vampires qui sont au-dessus de toute la société humaine et au plus bas de tout ça, on a les humains roturiers qui eux doivent payer une dîme pour donner leur sang aux vampires. Bref, ils sont complètement exploités des vampires. Ici, on va suivre Jeanne Froidelac, une roturière dont les parents sont subitement assassinés par des vampires. Ils sont accusés d'appartenir à la Fraude, une organisation secrète contre les vampires et contre le roi Soleil. Et Jeanne étant la seule survivante de ce massacre, elle va se faire passer pour une noble, Diane de Castefriche, qui vient de décéder également pour tenter de venger sa famille. Voilà globalement où l'histoire commence, mais elle nous emporte bien plus loin que ça. Ça a été une trilogie que j'ai vraiment adorée. Le troisième tome a été un coup de cœur en même temps. J'ai eu du mal au départ avec le personnage de Jeanne qui est très omnibulée par sa vengeance, ce qui lui donne des œillères aussi dans son comportement, mais progressivement j'ai commencé à apprécier ce personnage qui évolue grandement au cours de la trilogie. En plus de ça, l'univers est vraiment super chouette et l'auteur nous amène progressivement à travers différentes aventures et finalement on se rend compte que la vengeance de Jeanne c'est juste un petit point de départ, mais qu'en fait elle va être amenée à vivre énormément de choses et toute l'histoire est développée autour de tout ça. Bref, c'est juste génial, génial, génial. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais vraiment une belle pépite à découvrir. Et la dernière saga que j'ai terminée au cours de cette année a été Witch and God de Liv Stone, donc du fantastique New Adult publié chez BMR. Alors pour le coup, je l'ai commencé et terminé cette année en fait celle-ci. Je l'ai complètement dévorée. Une trilogie qui est juste merveilleuse et vous avez aussi un spin-off qui sort très bientôt. D'ailleurs, je crois qu'il est déjà sorti avec l'autre couverture ou en e-book. Ah, je sais plus parce que je crois que BMR publie les e-books toujours 1 ou 2 mois avant la sortie papier. Donc ouais, il existe déjà. Ah, j'ai trop hâte de le découvrir. Alors ici, c'est une histoire fantastique qui mêle à la fois des sorcières, des dieux et notre monde actuel. Dans cette histoire, chaque tome est centré autour d'une romance entre une sorcière et un dieu. Effectivement, les sorcières et les dieux de cet univers se font la guerre depuis toujours, mais ils ont enfin scellé un traité de paix et pour sceller cette paix sur du long terme, ils vont organiser un mariage arrangé entre une sorcière et un dieu. Et il s'avère que le dieu en question, c'est Deimos, le dieu de la terreur, et lui il décide non pas de choisir une sorcière qui vient d'être tirée au sort ou quoi que ce soit, il choisit Ella, la sorcière sans don, qui est incapable de faire quoi que ce soit de magique et qui du coup se sent plus humaine que sorcière. Et malgré que ce soit un mariage arrangé, on va avoir une relation qui est pleine de bonté, de bienveillance, des personnages qui essayent de se comprendre l'un
l'un et l'autre et qui construisent une relation au fur et à mesure. En parallèle de tout ça, on va en apprendre beaucoup plus sur la situation des dieux et des sorcières de cet univers et essayer de comprendre en fait toute cette problématique politique qu'il y a derrière tout ça. Et puis bien évidemment, dans chaque tome, on va suivre une des sœurs d'Ella, mais aussi des dieux différents, ce qui permet d'avoir d'autres clins d'œil à la mythologie grecque. Bref, une saga que j'ai adorée, c'était vraiment une merveille et je vous invite vivement à la découvrir si vous aimez ce genre d'univers. Et voilà donc les 13 sagas que j'ai terminées en un an, c'est énorme, je suis trop contente de moi, je pensais pas avoir fini autant de sagas en un an parce que j'en ai commencé beaucoup aussi, et ça vous le verrez plus tard dans ma vidéo des sagas en cours. Bref, je suis trop contente et je vais reposer tout ça avant de me casser les bras. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter en me disant si jamais vous avez lu certaines de ces sagas, ce que vous en avez pensé, ou si d'autres vous font envie. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!